Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit avec une nana ou un mec inspirant, on parlera des valorisations, échecs, ruptures, effondrements, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu trouveras un test basé sur le questionnaire CBI. Il te permettra alors non de faire un diagnostic médical pour savoir si tu fais un burn-out, mais plutôt de voir les questions que tu peux te poser pour prendre un peu plus de hauteur, un peu plus de recul sur ta situation et voir un peu où tu en es niveau épuisement. Et en fonction de ton résultat, je vais un peu plus loin par mail pour te donner des conseils adaptés. Alors je reprends un peu la lecture des avis, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc c'est un avis que j'ai reçu via Instagram. Elle me dit « Bonjour, merci beaucoup pour votre podcast qui m'apporte énormément et qui tombe vraiment au bon moment. J'ai l'impression qu'il a été fait pour moi. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre voie. » En tout cas, ça fait super plaisir de lire ce genre de message parce qu'après tout, c'est le but de ce podcast. Donc pour moi, c'est mission accomplie et franchement, tu peux pas mieux égayer ma journée. Du coup, merci beaucoup. D'ailleurs, si tu veux aussi me laisser un avis sur l'application Apple Podcast ou même sur Instagram, je la lirai avec grand plaisir aux prochains épisodes. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Donc moi je suis Wendy, je travaillais jusqu'à l'université de Lille. J'étais responsable d'une équipe dans le domaine du handicap, de l'associatif et du social. En fait, je gérais tous les étudiants en situation de handicap de l'université de Lille. Donc il faut savoir qu'il y en a beaucoup malheureusement. Gérer tous les étudiants qui créaient des associations combinées aux événements donnés par l'université de Lille et toute la partie sociale. Donc voilà, tous les étudiants en situation précaire. Pendant le confinement, ça a été très 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 compliqué pour beaucoup. Enfin voilà, je pense que personne n'est étonné d'entendre ça, mais ça a été très très compliqué pour beaucoup d'étudiants. Moi, j'ai l'impression d'avoir plusieurs casquettes en fait, parce que j'ai vraiment une impression d'avoir fait plusieurs métiers. Et en plus de pas m'arrêter là, j'ai toujours envie d'apprendre plus et de faire des choses différemment et de faire des choses différentes aussi. Et du coup, à partir de quand c'est devenu non nourrissant et que ça a commencé à se dégrader ? Alors, ça a commencé à se dégrader quand j'étais encore aux relations internationales. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu changer, parce que je me sentais plus du tout en adéquation avec ce que je faisais, et c'était un boulot où je faisais tout le temps la même chose. Ça devenait vraiment plus intéressant pour moi. J'avais l'impression de tourner en rond, et puis avec ma hiérarchie, ça se passait pas non plus. C'était pas l'horreur, c'était pas la folie non plus, quoi. C'était vraiment pas la grande joie. Et donc ça a commencé à ce moment-là en fait où j'ai senti que je m'enlisais dans quelque chose. Donc je me suis dit non, je vais pas m'enliser dans ce truc-là, je veux trouver une solution. Et donc j'avais obtenu un concours et donc j'ai postulé un poste au sein de l'université et j'ai obtenu ce poste de responsable du bureau vie étudiante et handicap. Et donc j'étais super contente, j'étais super heureuse, vraiment c'était le changement, j'aime bien le changement et c'était vraiment des nouvelles responsabilités, c'était chouette, j'étais vraiment super ravie, super motivée. Fini, genre je suis sur le terrain, fini la paperasse et les politiquement corrects, là je vais aider des gens. Ouais, voilà, c'était en plus exactement comme tu dis, c'était aller aider les étudiants en fait, c'était le fait d'avoir ce rôle d'aide à l'autre en fait qui me motivait et qui me donnait envie de vraiment travailler pour ça et d'aller au bout quoi. Et donc j'étais super motivée au début, j'étais vraiment j'avais plein d'idées, je mettais plein de choses en place. Le bureau, n'allait pas bien du tout. La personne qui était la personne que j'ai remplacée en fait, qui était responsable du bureau auparavant, en fait était partie en burn-out. Tu sais combien de personnes j'ai eu, que ce soit dans ce podcast ou même dans mes accompagnements, où voilà, quand on discute, elle me dit la personne qui était dans mon poste avant, elle est partie en burn-out. Et
Mais c'est un signe. C'est un signe, hein, mais oui. Mais elle reste. Non, je reste. Moi, je vais faire mieux. Moi, je suis plus forte. Moi, je vais faire mieux. C'est un signe. Hein. Parce qu'en plus, la personne qui était restée longtemps sur ce poste avant moi est partie en burn-out. Et les personnes qui ont tenté de prendre la responsabilité n'ont pas tenu 2 ou 3 mois, en fait. Ouais. Et donc, moi, je me suis dit, non, mais moi, je ne vais pas vivre ça. Moi, je vais tout mettre en place pour moi, je suis forte. Moi, je suis Wonder Woman. Moi, j'ai pas besoin d'aide. Et moi, je gère tout. Exactement. C'est moi. Oh. Exact. Ben voilà, je me suis dit, moi, je vais y arriver. Moi, je vais tout changer. Je vais tout révolutionner. Tout va bien. Et j'ai mis plein de choses en place. J'ai apporté vraiment plein de choses, de changements au sein de l'équipe. Vraiment aujourd'hui, je peux dire avec le recul que je suis vraiment fière de ce que j'ai apporté. Et j'ai vraiment mis en place vraiment beaucoup de choses. Et voilà, le confinement est arrivé. Et le confinement ça a été très dur. Le premier confinement a été vraiment très dur parce que travail à domicile et puis gestion des étudiants en situation de handicap, mais aussi des étudiants en situation précaire. Et la gestion des étudiants en situation précaire, ça c'est accentué forcément pendant le confinement et ça a amené plein de choses. Et ça a amené des situations difficiles en fait parce que tu travailles de chez toi, donc tu es avec ta famille et tu vis des choses. Enfin, tu sais, il n'y a plus de t'es au travail, tu reviens, il y a une coupure et tu es chez toi et tu laisses le travail là où il est. Là, tu es chez toi et tu vis en même temps avec ta famille et tu vis les choses professionnelles. Et enfin, il y a eu un mélange de tout ça. Ça a pas été évident à gérer du tout. Il y avait vraiment beaucoup de choses à gérer et beaucoup de réunions. Quand on parle d'université, on parle de milliers de personnes et même quand on parle de situations de handicap ou même de précarité, mais il y en a énormément dans les campus. Les gens pensent que la vie étudiante, c'est des fêtes le soir, c'est trop bien. Non, pas du tout. Il y a des personnes qui sont dans des situations très graves et qui continuent quand même leurs études parce que c'est leur seule bouée de sauvetage. Lille, en plus, il y a pas mal d'étudiants étrangers. Donc, ils viennent là, ils ont juste comme objectif d'avoir leur diplôme. Sauf que ils sont tout seuls, ils sont loin de leur famille et ils n'ont pas forcément les finances qui suivent. Et là, le confinement, il a vraiment fait des ravages à ce niveau-là. Mais je comprends, moi, quand tu dis que c'était beaucoup de travail et que, humainement parlant, ça affecte l'âme, en fait. Ça touche l'individu qui s'occupe de ça parce que c'est des humains qui sont fragiles, qui sont jeunes. Et tu vois tu les vois, ils sont en danger. Et toi, tu as cette responsabilité de les aider. Donc. Ce rôle en tout cas que je m'étais donné de vouloir aider et de te dire, mais j'arrive pas à aider tout le monde. J'y arrive pas. Et ça fout un coup, quoi. C'est vraiment, c'est pas évident à vivre. Alors, je le vivais très bien. C'est pas, je le vivais très bien. Non, je le vivais pas très bien, mais je le vivais. Je l'accueillais comme il le fallait, jusqu'à un certain point qui, en fait, c'est des petites choses mis bout à bout qui au bout d'un moment te font dire c'est plus possible là. Là, j'y arrive plus. Et en fait, c'était quoi, toi, les signes qui t'ont dit que là, c'est plus possible, il faut que j'arrête? Alors, les signes, ça a été déjà beaucoup, très fatiguée, mais vraiment extrêmement fatiguée. J'arrivais plus à penser, en tout cas à la maison, je revenais et j'arrivais plus à penser, à faire ce que j'avais à faire à la maison. En fait, je rentrais et j'étais vidée et je savais plus ce que je devais faire. Et pourtant, j'avais une petite fille de 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, et les premiers signes, c'est ça, c'est fatigue et pleurs. Je pleurais beaucoup. Les 3 dernières réunions de direction, je les ai terminées en pleurs. Il y a eu beaucoup sur le côté professionnel, de me sentir pas aussi aidante que je l'aurais voulu, en fait, de pas avoir le rôle que j'aurais aimé et d'aider et mon équipe et les étudiants.
Donc ce sentiment-là et de pas être aidée par la hiérarchie en fait, et d'avoir, j'ai eu beaucoup de retours négatifs, des réflexions de ma hiérarchie qui me montraient, qui me disaient que j'étais la seule responsable, que c'était de ma faute. Et si mon équipe allait mal, si moi j'allais mal, si et il y a le signe, ça a été ça en fait. Il y a la dernière réunion où j'ai pleuré cette semaine-là en fait, et c'est ça qui m'a fait dire stop, c'est plus possible, j'arrête tout. C'est que moi qui prône l'éducation bienveillante, qui ai toujours fait très attention avec ma fille, voilà, on a une relation vraiment très 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 forte, etc. Et je suis dans l'éducation positive depuis sa naissance. Et là, en fait, cette semaine-là, en l'espace de 3 jours, je lui ai hurlé dessus, mais hurlé comme j'ai jamais hurlé. Et je ne me suis pas reconnue en fait. Je ne me reconnaissais pas dans mes comportements, dans mes pensées, dans mes réactions. Je ne me reconnaissais pas. Et quand je me suis vue, tu sais, lui hurler dessus, j'ai eu l'impression, tu sais, de me voir au-dessus, de sortir de mon corps et de me voir au-dessus. Et de me dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais enfin, elle a 4 ans, il faut stop. Et là, en fait, je suis rentrée. Mon conjoint m'a vue dans cet état-là et il m'a dit stop, ça suffit. Et en fait, les signes étaient aussi, alors par rapport à ma fille et par rapport à mon conjoint, j'étais exécrable. J'étais exécrable. Je lui parlais comme j'allais dire comme un chien, mais même comme un chien, on parle vraiment beaucoup mieux. J'étais vraiment exécrable. Et là, mon conjoint, il m'a dit stop. Et le lendemain, je suis quand même allée au boulot, mais voilà, en mode zombie, mais vraiment zombie. Ce lendemain où je pense qu'avoir pleuré quasiment toute la nuit. Et je suis retournée au boulot et là, en fait, j'ai croisé la dame avec qui j'avais fait mon bilan professionnel. Je l'ai croisée dans un couloir. Elle m'a vue, elle m'a pris par le bras, elle m'a dit « Viens avec moi ». Elle m'a dit dans son bureau. Viens, on va parler, viens. Ouais, non, mais elle a vu que j'étais en mode vraiment zombie et elle m'a assise dans son bureau. Et elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a ? Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai vidé toutes les larmes que j'avais, qu'il me restait, puisque comme j'avais déjà pleuré toute la nuit, il me restait quand même encore des larmes. Et puis je lui ai raconté tout en lui racontant en fait ce que je vivais, ce que je ressentais, etc. Et elle m'a dit bon, tu vas prendre ton sac et tu vas tout de suite prendre rendez-vous avec le médecin du travail. Et là, tu ne retournes pas dans ton bureau. Et en fait, j'ai écouté ses conseils. Je suis allée voir le médecin du travail. Enfin, j'ai pris rendez-vous avec le médecin du travail. Elle m'avait conseillé aussi de prendre rendez-vous avec ma psychologue. Et elle m'avait aussi conseillé de prendre rendez-vous avec les RH pour leur expliquer la situation parce que je vivais quand même un petit harcèlement également parce qu'on me disait que j'étais à 80%, on me disait que je pourrais faire quand même des efforts et venir travailler le mercredi parce qu'il y a des commissions le mercredi et que j'ai jamais assisté aux commissions du mercredi. Et j'avais beau répondre que j'avais été engagée comme ça, en fait, que le mercredi, c'était la journée avec ma fille, que j'avais des activités avec ma fille. Je vais pas venir le mercredi, je fais quoi de ma fille ? Tu la fais garder et puis tu prends un autre jour dans la semaine. Oui, tout à fait. Et puis je la sors de l'école. Et puis chacun fait ce qu'il veut. Il met ses gamins à l'école quand il veut, il prend la journée qu'il veut. Ce serait trop cool en réalité. Si on pouvait vivre comme ça, oui, mais non en fait. Et ça, je l'ai vécu, ça a duré longtemps cette situation, ces réflexions, ce genre de réflexion en tout cas. Parce qu'une hiérarchie, elle n'est pas censée accuser comme ça son employé. Même si l'employé fait des bêtises, entre guillemets, ils doivent trouver des solutions ensemble, dans une discussion constructive et respectueuse. Et voilà, jamais dans l'accusation. À partir du moment où une hiérarchie, elle est dans l'accusation, là, posez-vous vraiment la question, est-ce que je ne suis pas harcelée au quotidien ? D'ailleurs, peut-être pas au quotidien, mais est-ce que je ne suis pas harcelée ? Oui, tout à fait. Et alors, moi, j'ai jamais... Elle m'avait conseillé de prendre rendez-vous donc avec les RH, ce que j'ai fait.
mais il n'y a jamais eu de retour. Il n'y a jamais eu de retour. J'ai jamais eu de retour des RH par rapport à ça. Et comme je te l'avoue, j'étais vraiment tellement pas bien. En fait, j'étais tellement au fond que je suis pas allée plus loin là-dedans. En fait, j'avais tellement envie j'ai envie de quoi? Je sais même, j'avais envie de rien en fait à ce moment-là. Et donc, j'étais pas assez forte pour aller au bout de ce truc-là. J'avais pas la force. Et... Après, on n'est pas obligé d'entamer des procédures, nanana. C'est vraiment, posez-vous la question, est-ce que je ne suis pas harcelée? Est-ce que ce n'est pas la raison de mon épuisement, de mon stress chronique? Est-ce que je ne devrais pas sortir de ce milieu hostile? C'est pas dans le sens, il faut ensuite aller au prud'homme, nanana. En fait, ça, c'est une question de personnalité, si tu veux. Il y a des personnes, même si elles sont au bout de leur vie, il y a tellement cette vengeance dans l'âme. Elle va dire non, j'en ai rien à faire, je vais jusqu'au bout. Et c'est OK. Donc, si ça correspond au profil, tu vois, par exemple, là, je pense à l'Ennéagramme, si ça correspond au type 8, là, OK, va au bout de ta vengeance. Maintenant, si c'est pas ta personnalité, il n'y a pas de souci, prends soin de toi. Mais c'est important de comprendre qu'il n'est pas normal d'être harcelé au boulot. Et beaucoup pensent que l'harcèlement, il est forcément que sexuel ou forcément que des grosses colères. J'en sais rien d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut être. Mais non, le harcèlement moral, il peut être tout mini-rikiki pour des petites banalités au quotidien, mais qui en réalité t'affectent toi. Et vraiment, ça te dévalorise. Et c'est ça qui vient contribuer à ta mésestime, qui contribue à ton épuisement, à ton stress, à ton burn-out, tout simplement, quoi. Le médecin du travail quand il m'a rencontrée, il m'a dit: Madame, vous êtes en situation d'épuisement professionnel, là, il faut vraiment vous arrêter, il faut vraiment... Donc voilà, quand j'ai expliqué tout ce qui se passait, il m'a dit: là, vous avez vraiment besoin de repos. Et lui aussi m'avait conseillé, effectivement, quand je m'en sentirais prête, de revoir les RH. Il me dit: ça se trouve, vous les verrez, ça se trouve, vous ne les verrez pas. Ça se trouve, vous ne reverrez jamais personne de l'université parce que vous ne reviendrez jamais. Voilà, il m'avait mis toutes les possibilités en fait sur la table, toutes mes options. Et en fait, ça m'avait fait du bien de savoir que j'avais des options. En fait, de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on a des options, on a des sorties de secours en fait. Qu'on n'est pas coincé ad vitam aeternam dans cette situation. Donc, il y a des personnes et c'est ça qui fait du bien, en fait, de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont là pour nous écouter. Moi, c'est ce qui m'a vraiment aidée, de me sentir pas seule et côté professionnel, entre guillemets, là, puisque c'était médecin du travail, et côté personnel. J'ai la chance d'avoir... quelqu'un avec qui je vis, d'avoir un homme qui est très empathique, très compréhensif, très tout, quoi. Et il a été là, soutenant du début à la fin. Donc, si c'est pas un conjoint, il y a des personnes, et je suis allée voir d'autres personnes aussi. Il y a vraiment des personnes qui sont là pour aider dans cette situation, et il faut vraiment, vraiment pas les négliger et ne pas se négliger. J'ai été suivie par une psychologue, j'ai fait de la sophrologie, d'avoir des visualisations et de faire de la méditation, donc vraiment ne plus penser à rien, de faire le vide dans l'esprit. Alors, c'est pas évident, hein. Donc voilà, j'ai mis en place ça, j'ai fait du sport aussi, je me suis remise au sport. Ça a un côté vraiment motivant, en fait, ça a un côté je me dépasse, et ça fait du bien, en fait, t'expulses tout ce que t'as besoin d'expulser. J'avais envie de mettre en place tout plein de choses pour m'en sortir, parce qu'il était hors de question que je reste dans cet état-là, et que ma fille, si jeune, me voit dans cet état-là, c'était hors de question. Donc voilà, j'ai mis sport, sophrologie, méditation, et puis grâce à toi, du tricot aussi. C'est vrai, ça on l'avait pas précisé. Il faut savoir que Wendy, moi je l'ai connue dans les ateliers tricot. J'ai commencé avec les headbands. Donc t'as fait mon atelier initiation headband. J'ai fait beaucoup de tricot, et puis j'ai vu un coach de vie. Et en vrai, ça aussi, ça fait vachement bien. Ça fait parce que un coach, il te challenge en te posant des questions, en te faisant prendre conscience de plein de choses, en fait, à travers les questions. Et c'est magique, hein. Il y a plein de choses qui se mettent en place dans ta tête au travers des questions qu'on peut te poser. Et voilà. Tout ce que souvent, quand je pose mes questions, on me dit
Ah ouais, je me suis jamais posé la question. Ben ouais, ma pote, c'est mon travail. Et elles sont là. Ah ouais, attends, laisse-moi réfléchir. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, quand t'es, surtout quand t'es en épuisement, mais je pense que n'importe quel traumatisme, hein, vraiment n'importe quel mal-être, lorsque t'es impliqué dedans, t'es tellement émotionnellement attaché à ce problème qu'il t'est impossible de te poser les bonnes questions. Même si tu lis des livres, même si tu lis des articles, tu restes toujours entre toi et toi. Alors que l'individu qui est en face de toi et qui est compétent, bien évidemment, il va savoir t'orienter et poser des questions bien pertinentes qui vont venir te sortir un peu de ton état émotionnel super focus juste sur le mal-être. Il va venir te sortir de là et te poser des questions qui vont te sortir de ta zone de confort en termes de réflexion. Et c'est parce que tu vas aller trouver d'autres réponses, tu dis « Ah, ok, d'accord, c'est vrai que ça, j'y ai pas pensé, je vais l'essayer ». Ce qui ressort de ton témoignage, et je reste persuadée, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas mieux et que tu as pris une autre voie professionnelle, on va en parler juste après, c'est le fait d'avoir vu et un médecin du travail, et une psy, et un coach, et une sophro, et du tricot. Tu as vraiment pris le problème dans une version, on va dire, globale, pluridisciplinaire, où tu as vu plusieurs professionnels, tu as travaillé sur différentes sphères de ta vie, et toi et ton cerveau, tu as été sollicité plusieurs zones de ton cerveau. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense que ça va mieux. Parce que tu as fait de la respiration, tu as fait de la méditation, tu as fait de la créativité, tu as fait du challenge avec les questionnements de ton coach, tu as fait de l'introspection et tu t'es délivré à ta psy, tu as été soutenu par un médecin du travail qui t'a donné plusieurs possibilités. Tu vois, il y a eu quand même une équipe pluridisciplinaire autour de toi qui t'a permis de rebondir. Et aujourd'hui, je continue en fait de le travailler pour ne plus vraiment me laisser submerger par des émotions négatives, pour ne plus me laisser embarquer par un stress trop important. En fait, je continue. Il faut pas s'arrêter. Enfin, à mon sens, en fait, il est important de continuer. Tu vois, la méditation, c'est pas juste je vais pas bien, je vais faire de la méditation et hop, ça va mieux, j'arrête. Non, c'est quelque chose que tu travailles au quotidien. Quelques minutes de silence ou de méditation. Et voilà, il y a de la visualisation, te voir de ce que tu aimerais faire dans la vie. Il y a prendre du temps pour toi, en fait, lire, faire des exercices, et puis te mettre par écrit les projets de ta journée, en fait. Te dire, OK, mes objectifs aujourd'hui, ça va être ça. Et en fait, ça te permet de commencer ta journée en étant, OK, c'est bon, j'ai fait tout ça, déjà, t'es bien. T'as fait plein de choses avant que tout le monde soit levé. Enfin, moi, je le fais avant que tout le monde se lève. Et ça fait un bien fou, en fait. Plein de choses sur lesquelles j'ai encore envie de travailler pour ne pas retomber dans une situation de stress ou d'angoisse comme j'ai pu vivre, et de savoir les maîtriser au mieux. On n'attend pas d'aller mal, exactement comme tu l'as bien précisé, on n'attend pas d'aller mal pour se dire « Ah oui, je vais faire de la sophro, je vais faire de la méditation, je vais faire de la créativité, je vais faire de la lecture, de l'écriture. » C'est parce que tu as des routines self-care au quotidien, même si elles devaient prendre que 5-10 minutes. Hein. Tu n'es pas obligé de te lever à 6 heures du mat. Même si elles prennent 5-10 minutes, tu places ces 5-10 minutes où tu peux dans ta journée et tu as tes routines self-care. Et c'est parce que tu as des routines self-care tous les jours, en fonction de tes besoins, de tes envies, que tu verras le mal-être diminuer et que tu pourras réguler tes émotions plus facilement et que tu éviteras les rechutes. Alors que les gens, ils ont tendance à attendre d'aller mal pour « Ah oui, je vais prendre un rendez-vous avec une sophro ». Non, la sophro, c'est tous les jours. Alors, t'as pas obligé d'avoir une prof tous les jours, mais en tout cas, la respiration, c'est tous les jours. La méditation, ça peut prendre 10 minutes dans lesquelles tu t'évades dans ta vie, dans ta tête, pour vider un peu, pour mettre de l'espace, et c'est tous les jours. Et pareil pour la créativité. Moi, j'adore le tricot parce qu'il est mobile. Tu peux le sortir n'importe quand, n'importe où et tu te fais tes 10 minutes de créativité. L'écriture, pareil. Tu pourrais écrire n'importe quand à partir du moment où tu n'es pas sollicité. Même s'il y a du bruit environnant, tu peux te mettre des écouteurs pour avoir un bruit plus calme. Donc, tu vois, c'est des choses très faciles à mettre en place. Pas besoin d'avoir un studio de fou, mais c'est parce que tu les fais tous les jours que ça va t'aider à sortir du burn-out et à éviter de retomber dedans. Ou alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait dire que c'est OK ? Tu gères. Mais genre, tu gères bien.
Ce qui me fait dire que je gère bien, c'est le fait d'avoir trouvé ce que je veux faire maintenant, enfin ce que j'ai mis en place en fait m'a permis de quand je dis ce que j'ai mis en place, c'est les séances de coaching, les prises de conscience que j'ai pu avoir, ça m'a permis en fait de savoir où je veux aller, comment je veux aller, et de savoir que, comme je disais au début, en fait, moi j'ai besoin de changement en fait dans ma vie professionnelle. J'ai besoin de voir des choses différentes en fait, et toujours dans l'objectif d'aider autrui en fait, mais voilà, d'avoir des journées différentes en fait, et pas des journées identiques, tout le temps identiques. Et aujourd'hui, voilà, je sens que pour moi ça va mieux, dans le sens où j'ai trouvé ce que je veux faire dans la vie, comment je veux le faire. Et bien ce métier, je suis désormais coach en parentalité positive et relationnelle. Donc voilà, je me suis formée. Alors comme je disais au tout début, j'ai toujours été dans l'éducation positive, dans l'éducation bienveillante, constructive. Enfin voilà, vraiment avec ma fille, j'ai toujours voulu apporter des choses pour son quotidien. Enfin voilà, être dans une démarche sans violence. Il y a tellement d'enfants en fait qui vivent dans les violences éducatives ordinaires que je voulais vraiment pas ça pour ma fille, et je le veux toujours pas aujourd'hui, et je le veux pas pour d'autres enfants. Donc en fait c'est ça qui m'a amenée vers ce métier de coach en parentalité positive, pour apporter aux parents, expliquer aux parents qu'il y a des solutions, que être un parent parfait ça n'existe pas et ça n'existera jamais, mais qu'il y a des solutions en fait, il y a des techniques, des astuces pour au quotidien gérer au mieux en fait, et ne pas s'auto-flageller quand on crie, mais savoir qu'il y a des solutions en fait, il y a des techniques, des astuces de parentalité à mettre en place. Il y a des moyens de comprendre ton enfant, et que quand tu te recules et que tu te dis ah ouais en fait il réagit comme ça parce que ben ça va beaucoup mieux, et tu cries moins et tu t'énerves moins. Et ça fait beaucoup de bien à l'enfant. Comme tu dis, un parent ne sera jamais parfait. Comme on dit, un parent parfait, c'est celui qui fait de son mieux. Et justement, si tu vois que tu es épuisé et que ça a un impact direct sur la relation que tu as avec ton enfant, tu es responsable de cette relation. C'est pas le gamin qui va dire hey, maman, ça va pas, va te faire accompagner. C'est toi le parent, et c'est toi qui es responsable de cette relation. Et faire de ton mieux, c'est aller demander de l'aide pour justement faire de ton mieux. Parce que franchement, tu vois, quand c'est des burn-out professionnels, vraiment professionnels, où tu perds ta carrière, moi j'estime que c'est bof, on s'en fout, tu peux en avoir une autre. Mais bousiller la relation avec ton enfant, ça a une valeur, mais genre que tu pourras jamais acheter. Et en plus, tu sais que ça voudrait dire que ton gamin, il va falloir qu'il fasse vraiment un travail sur lui quand il sera adulte. Parce que, faut pas le nier, ça a des conséquences. Quand on parle des 5 blessures de l'âme et compagnie, ça va avoir des conséquences sur ton gamin. S'il a une mauvaise relation avec ses parents, ça va toucher à son amour-propre, ça va toucher à son image de lui-même, ça va toucher à son estime, à sa confiance en lui. Et quand tu sais qu'il y a moyen de rattraper le coup, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose de fatal. Même si le gosse, il a 15 ans, bon, certes, il va y avoir un peu plus de travail, mais il y a moyen de rattraper le coup. Donc, allez, demandez de l'aide et rattrapez le coup. Améliorez votre relation avec vos enfants, parce que c'est de votre responsabilité. Et voilà, c'est pas que ni toi ni moi qui le disons en fait, que l'autoritarisme, l'adultisme, c'est des mauvais messages que nos générations nous ont transmis. C'est pas que nous qui disons ça. Il y a beaucoup d'études neuroscientifiques et menées partout dans le monde en fait, qui le prouvent et le démontrent. Et donc voilà, c'est pas juste Wendy et Sarah qui le disent, mais c'est vraiment des études internationales en fait. Et du coup, si tu avais un message pour une personne qui n'est pas forcément parent, mais vraiment quelqu'un qui a traversé ton burn-out, qui a traversé ton épuisement, qui a traversé peut-être ton harcèlement, et tu sais, à un moment donné, quand tu parlais de tes craquages émotionnels, de ton manque d'empathie envers ton enfant et ton mari, c'est vraiment cette distanciation, le fait que tu disais « je me reconnaissais plus ». Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui est dans cette situation-là ? Déjà de se dire qu'elle n'est pas seule.
et de ne pas hésiter, de ne jamais hésiter à aller demander de l'aide, en fait. À aller demander de l'aide, comme on le disait, alors à n'importe qui. Si c'est une amie au début, c'est une amie, mais les amis, voilà, sont pas forcément des professionnels et n'ont pas forcément les bons mots. Mais déjà commencer par une amie et vraiment ne pas hésiter à aller se faire aider par un psy ou par une coach, ce qui te convient le mieux en fait, d'aller te faire aider, de te prendre en main, de ne pas rester dans cette situation parce que tout le monde vaut le coup, quoi. Tout le monde a sa place ici dans la vie. Il n'y a pas de honte en fait à aller se faire aider, aucune honte. Il n'y a aucune honte à avoir, on a le droit de ne pas aller bien, on a le droit, et on a le droit d'aller se faire aider. Donc vraiment ne pas hésiter à ne pas avoir peur, ne pas avoir honte d'aller se faire aider. Je trouve que c'était assez global. J'ai envie de dire que tu es le portrait parfait du Bernie. Ton parcours, il est classique pour le coup et c'est un peu c'est un peu la trame de l'épuisement, comment ça a commencé, jusqu'où ça peut aller. Et en plus, toi, c'est génial parce que tu as vraiment pris en main les choses et tu t'es fait accompagner par différents professionnels de santé. Et je reste persuadée que c'est ça qui fait que tu as des bonnes bases, des bons fondements maintenant pour éviter toute rechute. Parce que le souci du burn-out, c'est qu'il revient quand on fait pas le bon travail de fond. Ouais. Donc, c'est un peu comme une maison qui n'a pas les bonnes fondations. Ça finit encore par s'écrouler, encore et encore. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que le parcours de Wendy t'a motivé à prendre soin de toi en optant pour une prise en charge pluridisciplinaire. Comme tu as pu le constater, il y avait de la connaissance de soi, il y avait un travail d'introspection, il y avait des techniques de relaxation et puis il y avait surtout de l'ikigai, c'est-à-dire qu'elle a cherché sa voie professionnelle et la forme qui lui convient le mieux et puis voilà, elle tend vers sa mission de vie et je lui souhaite toute la réussite du monde comme je te la souhaite à toi aussi, mais pour ça il faut que tu décides de choisir ta personne comme priorité. Allez, on va dire que 2022 ça va être ton année, hein, on dit ça depuis 30 ans mais cette fois-ci ça va être la bonne. 2022 ça va être ton année, mets-toi en priorité, pense à toi en premier, mets-toi tout en haut de ta to-do list. Il faut absolument que tu prennes soin de toi avec un vrai travail de fond, avec un vrai accompagnement, avec quelque chose de sérieux, de rigoureux qui va te permettre d'aller jusqu'au bout de ton travail de transformation pour bien sortir du cercle vicieux du stress tout simplement. Eh bien en tout cas merci plus pour ton écoute. Alors si tu veux me soutenir, tu peux me laisser donc un avis sur Apple Podcast, tu peux me mettre aussi 5 étoiles. En fait tout ça permet de le rendre plus accessible dans les recherches. Tu peux aussi le partager un peu partout aux personnes qui peuvent être concernées et sinon je te dis rendez-vous sur Instagram et d'ici là booste ton feeling good.